Cet épisode est soutenu par Aulis, une marque que je suis ravie de vous faire découvrir. Fondée par un docteur en pharmacie, Aulis est la première marque à proposer des solutions couvrant l'ensemble des besoins de la maternité, du projet bébé jusqu'au postpartum en passant par l'allaitement. Parce qu'on le sait, prendre soin de soi est essentiel, mais ce n'est pas toujours facile. Les formules Aulis ont été développées pour apporter aux mamans les vitamines et nutriments dont elles ont besoin, avec une approche simple et adaptée à chaque étape de leur parcours. J'ai le plaisir de vous offrir 10% de réduction avec le code cœur de beurre 10. Je vous laisse retrouver toutes les informations dans la description de cet épisode. Et maintenant, place à notre échange du jour. Bonne écoute mes cœurs de beurre. Salut mes cœurs de beurre, bienvenue dans mon podcast. On va parler de la femme, de la meuf géniale, de la maman, de la super daronne. Bref, un podcast qui me ressemble et qui te ressemble, avec des invités de qualité, des sujets qu'on pourrait dire banals, mais qu'il faut vraiment décomplexer. Ces sujets que l'on parle entre amis, mais vraiment bonnes amies, par peur d'être jugés sur notre façon d'être maman, ou même de penser. Mais en vrai, la réalité c'est quoi ? C'est que nous sommes nombreuses à penser, à idéaliser, à flipper, à râler, ou à rêver les mêmes choses. Voilà, ici ça sera un petit moment de vrai, d'authenticité, où j'en suis sûre, avec le temps, on sera plein. Devenir maman ne passe pas toujours par le chemin qu'on avait imaginé. Parfois, il y a les attentes, les traitements, les espoirs immenses, puis les silences, les échecs, les remises en question. Et puis un jour, au bout d'un parcours long et bouleversant, il y a une rencontre, celle qui change tout. Aujourd'hui, dans Cœur de beurre, Émilie nous ouvre son cœur et nous raconte son chemin vers Mila. Un parcours de PMA en France, puis en Espagne, des FIV, des dons d'ovocytes, des épreuves, mais surtout une immense histoire d'amour et de parentalité. Bonjour Émilie. Bonjour. Avant de parler de ce long parcours, j'aimerais que les auditeurs apprennent à te connaître. Qui es-tu ? Alors, je suis une jeune femme de 42 ans. Je suis mariée, l'heureuse maman d'une petite fille, Mila. Et surtout, je me qualifierais de quelqu'un d'assez optimiste. Je dirais que je suis quelqu'un, voilà, j'ai les pieds sur terre, mais la tête dans les étoiles. Est-ce que tu peux nous dire quelle est ta famille aujourd'hui ? Alors, elle est composée de mon mari Alexandre, avec qui je suis depuis 23 ans. Nous avons bien sûr Mila qui est venue compléter notre famille et nous avons des petits animaux qui font vraiment corps avec nous dans la famille. J'appelle ça vraiment, c'est notre joyeuse pétafoire à la maison parce qu'en fait, on était 2 et maintenant, on est 4, on est 5. Nous avons Malo, notre petit chat, et Cookie, notre lapin. Donc voilà. Et chacun des membres de cette famille apporte petite différence. Et c'est ce qui fait notre famille. La petite patte de la famille. C'est ça. Pour accompagner tout ça, peux-tu nous dire vos signes astro à tous les 3 ? Oui, alors mon mari Alexandre est Lion. Moi, je suis Cancer ainsi que Mila. Donc on a vraiment nos anniversaires qui se suivent de juin à août. Ok, c'est chaque bel été du coup. C'est ça. C'est l'été... c'est les fêtes à gogo. Comment décrirais-tu Mila ? Mila est une petite fille souriante, joyeuse, un peu malicieuse aussi. Elle a une âme d'artiste. Elle aime beaucoup le dessin, le théâtre, et elle a pas sa langue dans sa poche. Avant de devenir maman, comment imaginais-tu la maternité ? Alors c'est un sujet qui me fascinait. J'étais vraiment, quand je m'imaginais plus tard devenir maman, je me disais ça serait un instant magique. J'avais l'impression que ça serait vraiment le bonheur ultime à ce moment-là, de porter la vie. Et surtout, je pensais que ça allait être quelque chose de simple et d'accessible. On grandit souvent avec une idée de la maternité, puis parfois, la vie écrit un autre scénario. À quel moment avez-vous compris que le chemin serait plus compliqué ? Alors avec mon mari, on s'est rencontrés assez tôt. Moi, j'avais 19 ans.
Et on a attendu un petit peu avant de mettre ce projet bébé en route, mais à l'âge de 23-24 ans, on s'est dit bon, c'était peut-être le bon moment. Les 2 premières années, on va dire qu'on s'est pas plus que ça inquiété, mais quand on a commencé en fait le parcours PMA, dès les premiers rendez-vous, on m'a annoncé en fait une insuffisance ovarienne en qualité et en quantité, en nous disant que bon, effectivement, on était au bon endroit, qu'on allait être aidé et qu'il n'y avait pas de raison que ça n'aboutisse pas. Mais dès la première ponction, on s'est rendu compte que finalement, ça allait être beaucoup plus compliqué parce qu'en fait, malgré les traitements, on avait du mal à avoir des ovocytes à la base et des embryons par la suite. Les premiers examens, toi, tu les vis comment? Alors, je suis très confiante. Je me dis, voilà, je suis entre de bonnes mains, ça va aller, je vais faire ce qu'il y a à faire et puis ça va fonctionner. Donc du coup, on est assez confiants. En plus, on est tous les deux, on travaille dans la santé tous les deux. Donc du coup, vraiment, on suit le protocole, on est confiant et on se dit que ça va fonctionner. Oui, vous gardez espoir. On garde espoir. Même si on se rend compte que c'est lourd, c'est fastidieux. Il y a des prises de sang, des rendez-vous, des échos à gogo, mais on est OK. Malgré tout, les rendez-vous rythment quand même votre vie finalement. Énormément. En fait, on se rend compte que quand on va aux rendez-vous médicaux, en face de nous, on nous demande pas si on est disponible le lendemain ou l'après-lendemain. En fait, si on est là, c'est qu'on sait pourquoi on est là. Donc ça devient vraiment prioritaire dans notre vie. Donc du coup, on doit aménager notre temps de travail, on doit se rendre disponible et effectivement, tout tourne autour de ça pendant un certain laps de temps. Est-ce qu'on réalise vraiment au début dans quoi on entre émotionnellement? Non, pas du tout. Et même de façon générale, quand on se lance dans la PMA, je crois qu'on s'imagine pas du tout dans quoi on met les pieds. C'est vraiment un parcours qu'on peut appeler du combattant. Parce que vraiment, il faut y être à 100% et on va passer vraiment par plein d'émotions, de l'espoir, de l'impatience, parfois de la colère. C'est vraiment un chamboulement émotionnel. Oui, il y a toutes les émotions qui rentrent en jeu là. Conscient et inconscient, puisqu'il y a vraiment les émotions qu'on peut ressentir, la tristesse, la joie, etc. Et puis il y a l'inconscient, parce que les traitements, mine de rien, c'est énormément d'hormones. Et du coup, on se rend compte qu'on est comme une femme enceinte, mais sans l'excuse d'être enceinte. Donc c'est pas facile à gérer. Et pour ton mari? Pour lui, c'est difficile aussi. On se rend compte qu'en fait, on est en train de faire un parcours tous les deux. On est sur la même longueur d'onde, sauf qu'on va malheureusement pas pouvoir vivre les choses de la même façon. Lui, il va avoir le côté psychologique. Il va devoir être aidant. Moi, je vais avoir les deux côtés. Je vais avoir le côté médicamenteux, les traitements, donc le côté physique, les ponctions, les blocs opératoires, les curetages et le côté émotionnel. Donc c'est vraiment intéressant de se rendre compte que malgré un parcours commun, on a parfois des moments où on le vit pas du tout de la même façon. Ça, tu l'as ressenti dès le départ dans le parcours? Non, pas dès le départ. Il a fallu du temps. Au début, on était tous les deux dans l'attente, dans l'espoir, mais au bout d'un certain temps, puisque notre parcours a duré, alors en tout plus de 10 ans, mais le parcours PMA, lui, il a duré 3-4 ans. Donc du coup, ces 3-4 ans, j'ai quand même eu cette anesthésie générale. Donc c'était vraiment quand même assez lourd. Intense, oui. Intense. La PMA est souvent racontée médicalement, mais beaucoup moins émotionnellement. Comment s'est passé votre parcours de FIV? Lors du premier rendez-vous, nous avons été assez optimistes puisque vu mon âge, 24 ans, la gynéco restait hyper positive. Et en fait, on s'est rendu compte que malheureusement, même quand on y met de l'énergie, quand on y met du temps, ça fonctionne pas toujours. Donc c'est ça qui est pas facile. Comment vivais-tu les traitements et l'attente? C'était assez fastidieux, donc on était vraiment au rythme de mes cycles en fait. Donc du coup, les traitements à prendre par la bouche, les piqûres, les injections, tout ça, c'est quand même assez fastidieux. Mais je savais pourquoi je le faisais, donc du coup, j'étais quand même heureuse de pouvoir accéder à ça. Et Alexandre dans tout ça? Alexandre, il était à mes côtés.
et acteur et spectateur finalement. Il a toujours essayé en fait de me soutenir dans tout ça parce qu'il se rendait bien compte que le côté physique dans ce parcours était vraiment pas une chose facile. Le côté physique, le côté émotionnel, toi tu avais du coup Les deux. Les deux. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans tout ça? Ce qui a été difficile en fait, c'était de stagner. C'était de ne pas avoir de résultats, de voir qu'à côté les amis, certains membres de la famille avançaient, arrivaient à concrétiser des choses et même à avoir leurs enfants, et nous on restait là et ça a été difficile en fait. Oui. De se rendre compte que on n'y arrivait pas, que c'était on avait beau mettre de l'énergie et du temps, encore une fois, il fallait vraiment essayer de lâcher prise, et c'est des moments très compliqué. C'est pour vraiment lâcher prise, je pense qu'il faut vraiment ne plus rien attendre, alors que dans un parcours comme ça, automatiquement, on attend le résultat. On attend le résultat, puis tous les mois, c'est ça. L'arrivée des règles nous rappelle que le résultat ne viendra pas. Donc... C'est ça. Et même au-delà des traitements, on se dit bon, ça va fonctionner naturellement. Il n'y a pas de raison, ça va être un petit coup de pouce. Et non, en fait. Des FIV, vous en avez fait combien ? Alors j'ai eu droit à mes 4 FIV en France. J'ai eu une 5e ponction. En fait, pour expliquer un petit peu aux gens ce que c'est, on a un traitement d'injection d'hormones en fait pour un petit peu, on va dire, faire en sorte d'avoir beaucoup d'ovocytes. Et moi, lors de ma première ponction, en fait, on s'est rendu compte qu'il y en avait peu. Et que ça n'a pas donné d'embryon. Donc du coup déjà, là, premier gros coup de massue, c'est que on m'appelle pour me dire il y aura pas de transfert. Et là, je tombe des nues parce que je me dis mais comment ça, j'ai fait le traitement correctement, je suis passée au bloc, anesthésie générale, et on me dit que ça s'arrête. Je tombe un peu des nues. J'avoue, j'étais pas préparée à ça, donc ça me met une petite claque. Puis on me dit c'est pas grave, on va changer de méthode. Et on va faire une méthode un petit peu plus poussée, on va dire. Et là, rebelote, donc je repasse au bloc. Et cette fois-ci, on m'annonce qu'ils ont réussi à en avoir qu'un d'ovocytes. Donc du coup, on me dit bon, normalement, quand il y en a qu'un, on annule. Mais comme on a déjà annulé la première, on va tenter, et de toute façon, il n'y en faut qu'un. Donc du coup, on me transfère cet embryon, cette seule et unique embryon. Et en fait, 15 jours après, j'ai la bonne surprise de voir ma prise de sang positive. Et là, je me dis génial quoi. C'est top, parce que pour moi, j'avais l'impression que j'avais des difficultés à tomber enceinte, mais que jamais de la vie, du moment où ça fonctionnerait, oui, ça pouvait s'arrêter. Du moment où j'avais ce plus, rien ne me l'enlèverait. Et en fait, pendant des semaines et des semaines, parce qu'on attend à peu près 8 semaines avant de faire la première écho, je faisais les prises de sang pour me rassurer, pour voir que les bêta-ACG montaient, augmentaient. Donc j'étais très rassurée. Mon mari même me disait écoute Émilie, maintenant arrête de te stresser avec ça, il y a pas de raison. Et en fait, on arrive à la première écho et on me dit le sac est vide. Et là, on a beau être dans la santé tous les deux, moi, très bêtement, je réponds, mais c'est-à-dire, s'il est pas dans le sac, il est ailleurs. Cherchez-le, c'est pas grave. Avec un ton de l'humour, je dis, écoutez, il est déjà indépendant, c'est pas grave, il est original. Bon, on va pas lui enlever ça pour un peu désacraliser. Oui. Et en fait, je vois qu'elle prend un ton solennel et elle me dit, écoutez, la gynéco va vous expliquer. Et en fait, on m'annonce que c'est un œuf clair. Alors, autant on m'avait expliqué ce que pouvait être une grossesse extra-utérine. Une grossesse extra-utérine, tout à fait. Autant l'œuf clair, je n'en avais jamais entendu parler. Et là, elle m'annonce en fait que l'embryon a bien pris, sauf que le bébé, lui, n'a pas grandi. Donc en fait, le sac a remplacé le bébé, et comme ça vient de la même chose, les bêta-ACG ont augmenté comme si c'était une grossesse normale. Et là, elle m'annonce que il va falloir passer au bloc pour faire un curetage et passer à autre chose en fait. Mais elle, la gynéco, elle le prend de façon positive. Elle dit que si ça a fonctionné comme ça, il n'y a pas de raison que la prochaine fois ça va pas fonctionner. Mais moi, je le vois pas du même œil en fait. Vraiment, pour moi, c'est un échec de plus. Et puis le passage au bloc, repasser encore au bloc. Là, c'est quoi ? C'est même pas 6 mois. 3 anesthésies générales en 6 mois, oui, c'est énorme. C'est énorme. Et sur le côté médical mais émotionnel, comment as-tu été accompagnée sur ces 2 premières épreuves donc ?
on est quand même très bien accompagné au niveau des protocoles de FIV, mais par contre, il n'y a pas grand-chose de fait sur le côté émotionnel. Le côté émotionnel au quotidien. Si on ne prend pas soit le problème à bras le corps en disant bon, il va falloir que j'aille voir quelqu'un, il va falloir que je m'aide, que je lise des choses pour peut-être penser différemment, ben il n'y a pas grand-chose de fait. Et la société fait que malheureusement, elle y est pour rien, mais l'entourage est là en disant ben ça va arriver, faut pas y penser, faites autre chose, alors que ben c'est très compliqué. Puis déjà c'est très compliqué de dire à une femme de ne pas y penser quand elle veut devenir maman. C'est ça, puisque même un simple mariage, baptême. Ah oui, mais quand est-ce que ça tombe? Oh là là, j'espère que je vais pas avoir mon cycle à ce moment-là. Tout est comme ça. Oui. Sinon, on va devoir annuler. Mais vous vous rendez compte, il faut une bonne excuse pour pas aller à un mariage. Et de dire aux gens, bah non, alors, c'est ça aussi. C'est-à-dire que, en même temps, ça fait partie de l'intime. Et en même temps, on est obligé, de le raconter parce qu'en fait, ça fait partie du quotidien. Nous, on le vit au quotidien. En tout cas, nous, on n'a pas voulu que ce soit quelque chose de tabou. Donc, autour de nous, on le disait ouvertement, non, on pourra pas venir, j'ai un bloc, j'ai une FIV, etc. Mais il y a le contre-coup qui fait qu'après, faut rendre des comptes aux gens aussi. Donc, c'est ça qui est aussi compliqué. Après cette œuf claire, ce passage au bloc, qu'est-ce qui se passe? On a laissé quelques mois passer afin de digérer cette épreuve. Nous sommes repartis sur notre 3e FIV qui, cette fois-ci, a donné un peu plus d'ovocytes, mais que 2 embryons. Donc, ils ont bien voulu me transférer les 2 embryons, mais malheureusement, ce fut également un échec. Là, ils t'ont transféré les 2 embryons en même temps? Tout à fait. D'accord. En général, en France métropolitaine, c'est pas trop leur façon de travailler. Aux États-Unis, j'ai l'impression que c'est plus une histoire de résultats. En France, non, il y a une éthique, on y va tranquillement. Donc là, le fait d'accepter le transfert de 2 embryons, on m'a bien dit, il y a un risque d'avoir une grossesse gémellaire. Mais moi, autant vous dire que dans mon parcours, pour moi, c'était pas un risque, c'était un cadeau. Du coup, il a fallu encore faire face à ce 3e échec. Encore laisser du temps, parce que c'est quelque chose avec mon mari qu'on a toujours su faire, c'est vraiment ne pas y aller tête baissée. Et comme on savait qu'il ne nous restait qu'une FIV à faire, le médecin m'a proposé, afin de mettre vraiment toutes les chances de notre côté, de repasser au bloc afin de bien vérifier où en était mon endométriose, de vraiment, entre guillemets, me préparer à accueillir la dernière FIV. Puis en janvier 2013, on a fait cette dernière FIV. À chaque fois, c'est le même scénario, on passe au bloc, on a les traitements. À nouveau, peu d'ovocytes, mais l'essentiel, c'est d'en avoir 1 ou 2. Ce fut le cas, on me les a transférés et à nouveau l'échec. D'accord. Et là, on voit bien que le corps médical, qui était très optimiste 2-3 ans en arrière, nous a répondu cette phrase qui est malheureusement, ça reste de la science et nous ne sommes pas Dieu. Et là, on comprend bien que une page va devoir se tourner, qu'il va falloir accepter ça. Est-ce qu'on se dit vraiment je vais accepter de ne pas devenir parent? Comment on le vit là quand on a des professionnels de santé qui nous disent cette phrase? On se dit que déjà on n'a pas envie d'y croire. Oui. On se dit que de toute façon, avec ou sans eux, on va faire en sorte que ça fonctionne. Mmh. Comment, on ne sait pas. On garde espoir. À ce moment-là, on garde espoir et je me dis j'ai un avantage, c'est que j'ai à peine 30 ans. Donc c'est un atout majeur pour moi en me disant voilà, OK, ça n'a pas fonctionné, mais j'ai encore ça pour moi à la fin de mon parcours PMA. Ou en France, on te dit ici c'est terminé. C'est ça. Ici, c'est terminé. Si vraiment vous avez envie de continuer, il va falloir payer. Donc, c'est à peu près 5 000 euros. Oui, en 2013. En 2013, c'était à peu près 5 000 euros de notre poche. Et on se disait, non, on n'était pas prêt et de perdre de l'argent
autant en essuyant un nouvel échec. Sur ce parcours FIV, donc, qui a duré 3-4 ans, Tout à fait. vous avez essayé des médecines alternatives. Tout à fait. Je suis quelqu'un d'assez ouverte et je vais aussi de mon côté essayer de renforcer mes possibilités. Donc j'ai essayé la kinésiologie, j'ai essayé aussi de l'ostéo Oui. afin de m'aider. Je vous avouerai aussi que j'ai parcouru aussi énormément d'églises, allumé énormément de cierges, parce que vraiment, j'étais prête à tout en fait. Oui. J'étais prête à tout pour y arriver et mon parcours est assez particulier parce qu'en plus, n'ayant pas assez d'ovocytes, j'aurais pu avoir une chance supplémentaire avec des transferts d'embryons congelés, mais en fait, j'ai pas eu le droit à ça. Donc en fait, ça a été 4 FIV, point. Donc finalement, mon parcours a été rapide dans le sens où ça a été les uns après les autres, sans chance supplémentaire, on va dire. Oui, comme les personnes qui peuvent sur une première ponction récupérer plusieurs ovocytes et du coup ça fait plusieurs embryons. On congèle, on peut garder s'il y a un échec, oui. Ce qui permet aussi de ne pas passer au bloc à chaque fois. À chaque fois, oui. Pas de prendre de traitement à chaque fois. Là, moi, à chaque fois, j'avais la totale. Oui. Les traitements, le bloc, donc je vivais ça toujours très intensément. Est-ce qu'il y a des moments où tu as voulu arrêter? Non, j'ai jamais voulu arrêter. Jamais parce que j'y tenais trop. Je me disais que c'était pas possible en fait. Je n'acceptais pas ce qui se passait, donc je me disais c'est juste peut-être la méthode qui est pas bonne ou le moment qui est pas bon, mais en tout cas non, arrêter ça aurait été impossible. Avais-tu l'impression que ton corps devenait médicalisé? Alors bizarrement, même si c'était un parcours compliqué, fastidieux, moi j'avais l'impression de le faire pour la bonne cause en fait. J'étais presque fière de me dire je tombe pas enceinte naturellement, mais s'il faut supporter tout ça, je suis ok. Donc les piqûres, les échos, les allers-retours à Marseille. Non, je me disais c'est une autre façon, mais c'était ok. Est-ce que ces 3-4 années, toute votre vie finissait par tourner autour du désir d'enfant? Ne pas y penser était vraiment impossible. Impossible puisque c'est, comme je le disais un peu avant, c'est des rendez-vous voire tous les matins pendant quelques jours, c'est des échographies, on vous fait faire des tests où il faut un rapport à telle heure pour venir au labo à telle heure le lendemain matin. Donc en fait, c'est un peu robotisé en fait. Oui. On n'est plus là à penser par soi-même. On a quelqu'un d'autre qui pense à notre place en disant voilà, c'est comme ça, votre cycle il est là, c'est demain qu'il va y avoir l'ovulation, c'est après-demain qu'il faut venir au bloc, ça devient prioritaire. En fait, ton corps, toi, tu ne le voyais pas médicalisé. Par contre, ton cerveau, lui, était complètement robotisé. Voilà, c'est ça, exactement. Après ce parcours FIV en France, qu'est-ce qui se passe? On prend le temps de faire un point avec Alexandre, de s'écouter, de prendre le temps de respirer, de se demander si on tire pas trop sur la corde, si on a toujours cette envie commune d'avoir cet enfant malgré les difficultés. On a conscience d'une chose, on a déjà la chance de s'être retrouvés tous les deux. Il y a une citation, c'est la mienne d'ailleurs, c'est pas une citation réellement qui existe, j'invente des citations. Super, on la mettra entre guillemets celle-là. C'est ça. On voulait la cerise sur le gâteau. On avait déjà le gâteau et c'était déjà pas mal. La cerise, c'était vraiment le bonus extrême. Le gâteau pouvait se manger sans la cerise, bien sûr, et ça on en avait déjà conscience. Donc c'était ça qui était le plus important pour nous. À ce moment-là, vous vous disiez, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. Est-ce qu'on est toujours sur la même longueur d'onde? C'est ça. On s'aime déjà pour qui on est? Voilà, tout à fait. On s'est dit, on fait une petite pause, on voit ce qui vient, on se réalise autrement pendant un temps. On est donc parti sur un projet immobilier, une rénovation de maison, parce que je pense qu'on avait besoin en fait de construire quelque chose ensemble, de voir que on avait décidé de mettre une porte là, elle serait là, qu'on peindrait le mur de telle couleur, il serait de telle couleur. Reprendre un peu en fait les rênes, voilà, nos vies en main, exactement, d'être décisionnaire. Et ça nous a fait du bien
même si on a vu cette maison un peu comme un bébé finalement. Donc pour moi après c'est assez rigolo parce que j'avais du mal à faire rentrer les gens au début dans la maison parce que c'était pour moi quelque chose de précieux, c'était quelque chose qu'il fallait pas abîmer, et j'ai compris que j'avais fait un transfert un peu sur la maison en me disant non Émilie, c'est quelque chose que tu as construit, mais ce n'est pas ça ton bébé. Ton but, il est encore pas atteint, et comment on peut peut-être essayer de l'atteindre à nouveau. Donc on a laissé en fait 2 ans passer où on a essayé de se réaliser, de rester focus sur ce qu'on avait déjà construit, puisque ça faisait déjà quelques bonnes années qu'on était ensemble. On s'est tourné en fait sur l'adoption et se dire qu'est-ce que c'est réellement l'adoption, parce qu'on en entend parler, on le voit dans les films, mais qu'est-ce que c'est en vrai dans la réalité l'adoption? On s'est rendu à une réunion pour un petit peu prendre des renseignements. Le projet d'enfant, il ne disparaît pas, il ne disparaît jamais, il change simplement de chemin. C'est ça. Comment cette idée d'adoption est arrivée? Vraiment, c'était par questionnement, par curiosité? Alors au début, c'était par curiosité pour moi. Pour Alex, je pense que c'était plus une continuité, une évidence plus que moi. Moi, j'ai dû aller aux réunions, comprendre quel allait être ce nouveau chemin pour accepter une parentalité encore différente en fait. Comme je te le disais tout à l'heure, pour moi c'était quelque chose de magique d'être enceinte. Donc ne pas le porter, ça restait une question compliquée pour moi. Oui, peut-être un deuil? Un deuil. Un deuil que d'ailleurs j'aurais toujours, même si je suis devenue maman, parce que des fois je me projette et je me dis un jour Mila, et je serai là devant elle en fait comme une enfant en fait, à me demander en fait ça va être la part de moi petite en fait qui va revivre à ce moment-là, parce que de la voir attendre son bébé, je me dirais mais waouh, qu'est-ce qu'elle ressent, comment ça se passe, parce que c'est vraiment ça, c'est une vraie fascination. J'ai vraiment une fascination pour les ventres ronds, et je me dis peut-être que ma fille va vivre quelque chose que moi je n'ai pas vécu. Très bizarre en fait. Bizarre mais beau à la fois. Mais beau à la fois, bien sûr, parce que de toute façon, encore une fois, et c'est comme ça que moi je vois la parentalité, c'est que on n'apprend pas toujours de ses parents, on apprend aussi de ses enfants. Et ce jour-là, je serai là à l'accompagner et à être à ses côtés en fait, comme finalement pour vivre un petit peu avec elle ce moment magique. Oui. Et je trouve que tu as entièrement raison. On apprend beaucoup de nos enfants. Puis, il faut pas oublier que Mila a fait naître une maman et un papa. Tout à fait. Donc, pour Alexandre, c'était une évidence. Toi, ça a été un cheminement. C'est ça. C'est-à-dire, pour un papa, évidemment, de toute façon, il ne va pas le porter. Donc, qu'il arrive tout fait ou pas, pour lui, ça ne changeait rien. Moi, je me suis énormément questionnée. Est-ce que je vais aimer son odeur? J'avais cette image assez marrante. Un jour, j'ai posé cette question à mon mari. Bon, ça parle de moi, hein, bien sûr, mais on aime ses enfants parce qu'on a fait ses enfants avec la personne qu'on aime. Et quand je me projetais dans l'adoption, je me disais, mais en fait, il aimera notre enfant parce que c'est notre enfant. Je n'aurais rien à voir avec cet enfant, en fait. Je sais pas si c'est facile à comprendre, mais j'avais peur de pas trouver ma place. C'était assez particulier en fait. Normalement la mère donne la vie, c'est à partir d'elle en fait que les choses commencent. Et là en fait ça allait commencer sans moi. J'allais prendre le train en route au même niveau niveau que mon mari. Alors je trouve ça très très bien, mais il a fallu que je le travaille quand même. L'agrément, comment ça se passe? Pas l'histoire de Mila, mais est-ce que lors de ces réunions, on vous parle des agréments? Comment se passent d'ailleurs ces réunions d'adoption? Alors la première, elle est très succincte. On nous explique un petit peu qu'il va y avoir une demande pour passer un agrément à faire. Et on a un témoignage d'une personne qui a adopté, pour nous c'était la Colombie. Et après cette réunion, en fait, voilà, à nous de décider si oui ou non déjà on se lance dans la demande d'agrément.
Bon, chose effectivement qu'on a faite. Hein. Et là, évidemment, on a eu une réponse positive, donc ça nous a fait plaisir parce qu'on s'est dit bon ben déjà c'est top. Une réponse positive pour l'agrément. C'est ça. En se disant ok, vous voulez un agrément, on va faire en sorte que vous l'obteniez. Donc il va falloir avoir des rendez-vous avec une assistante sociale à peu près tous les mois et demi, rendez-vous avec un psychologue pendant à peu près 9 mois. Très bien. Alors là, juste, je veux rebondir. Sur l'adoption, il y a le rendez-vous avec le psychologue qui est obligatoire. Oui. Par contre, sur un parcours PMA-FIV, non. Non. Du tout. D'accord. PMA-FIV, c'est les rendez-vous médicaux. Uniquement. Les rendez-vous médicaux. La santé psychologique. C'est en dehors si vraiment on en ressent le besoin ou pas, et il faut que ce soit quelque chose qui vienne de soi. Voilà. Alors que là, pour l'adoption, c'est un passage obligatoire. Pour obtenir l'agrément, il va falloir voir une assistante sociale et voir un psychologue afin d'obtenir un rapport qui expliquera comment on s'est rencontrés, d'où on vient, comment a été notre enfance, comment on vit aujourd'hui, quels sont nos revenus. Énormément de questions. En fait, c'est vraiment un examen pour voir si on est apte ou pas finalement à avoir l'agrément et à devenir parent. D'accord. Cet agrément, il a une durée de validité. Il dure 5 ans. Donc, on nous avait déjà prévenu que du moment où on l'aurait, si dans les 4 ans on n'avait pas obtenu d'enfant, il allait falloir commencer d'ores et déjà, pour ne pas tout renouveler, à repasser un agrément. Qu'est-ce qu'on ne dit pas assez sur l'attente en parcours d'adoption? Je pense que ce qu'on ne dit pas assez, c'est que du moment où le côté administratif va être fait, qu'on va obtenir l'agrément, qu'on va faire nos demandes personnelles pour les régions, etc. Après, on va se retrouver face à soi. Et là, il y a le temps de cogiter, il y a le temps de se dire énormément de choses. Est-ce qu'on a tout fait? Est-ce qu'il y a encore des choses à faire après ça? Encore une fois, on se retrouve quand même un peu seul parce que cette année où on obtient l'agrément, on se sent quand même très étayé. On a l'assistante sociale, on discute pendant des heures, on a des modules à faire pour parler de ce qu'est l'adoption, l'apparentement. Là, d'un coup, du moment où on a l'agrément, on se retrouve un peu face à soi. Du moment de la première réunion et jusqu'à l'agrément, il s'est passé combien de temps? 9 mois. Voilà, il y a le côté, je pense, symbolique. Oui. Des 9 mois. À ce moment-là, du coup, vous avez votre agrément. Malgré les épreuves du passé, votre désir d'enfant reste intact. Vous arrivez à une nouvelle décision, il me semble. Oui, on laisse une année passer, 2 années passer, et puis... comme je te le disais tout à l'heure, j'ai jamais lâché d'autres méthodes alternatives. Et un jour, en allant chez un acupuncteur, je me mets en tête que peut-être, en fait, mes ovocytes, quand ils me sont retransférés, un peu comme l'histoire d'une greffe et d'un rejet, je me dis que peut-être, en fait, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, je rejette mes propres gamètes. Donc, je me mets en tête que il va falloir que je trouve une méthode, et je me dis, mais pourquoi pas le don d'ovocytes? Vu que j'attrape des rhumes et vu que je tombe malade, si on me transfère les ovocytes de quelqu'un d'autre, automatiquement, c'est bingo, je vais réussir à tomber enceinte. Donc je me mets en tête j'en parle à Alex et je dis, écoute, on va faire une demande de don d'ovocytes en France. On fait un courrier rempli d'espoir à nouveau. On attend cette réponse et quand elle arrive, je tombe un peu des nues parce qu'en fait, je me rends compte que je suis pas entre guillemets légitime à recevoir un don d'ovocytes. A priori, pas assez de donneuses en France. On me dit que, au vu de mon parcours, malheureusement, je ne suis pas éligible pour un don d'ovocytes en France. Ça, vous en avez parlé également à l'entourage? À ce moment-là, je pense pas. Non. Quand on a fait la demande en France, on s'est lancé et on se disait on en parlera après. Puisque de toute façon, pour nous, le don d'ovocytes, c'était vraiment une continuité de la PMA. Que tant que j'allais porter notre bébé, tant que il allait au moins avoir les gènes d'Alexandre, c'était le plus important pour nous. Donc il n'y avait pas de discussion, c'était une FIV supplémentaire avec la méthode du don d'ovocytes.
Je te posais cette question de savoir si vous en aviez parlé, parce que je me suis dit que ça aurait pu réveiller chez des amis ou de l'entourage. Oui, bien sûr. Alors de ce côté-là, effectivement, j'en parlais quand même un peu. Maintenant que tu me dis, ça, puisque quand les gens me disaient: «Mais un don d'ovocytes, comment ça se passe?» je leur disais: «Mais en fait, en France, on n'a pas le droit de prendre les ovocytes de quelqu'un qu'on connaît. Il Tu vois? faut passer par, une banque, c'est-à-dire que quelqu'un va donner à la banque et la banque va redonner pour la receveuse, afin de garder une certaine, éthique et discrétion en». Donc cette décision, vous y êtes arrivé parce que pour toi, c'était une suite logique, FIV et puis peut-être par rapport à l'attente de l'adoption, du coup? C'est ça, par rapport à l'attente de l'adoption, par rapport, au fait que, ben, je lâchais pas l'idée que j'avais envie de porter mon bébé. Donc je me suis dit: «Bon, ben, OK, en France, c'est pas possible, pas de souci, on va se renseigner pour le faire ailleurs». Évidemment, c'est pas du tout, la même chose puisque, à l'étranger, automatiquement, c'est payant. Donc vous partez sur le don d'ovocytes ailleurs. C'est ça. Avais-tu des peurs autour du lien maternel? Pas à ce moment-là. À ce moment-là, vraiment, le souci du lien maternel s'est plus posé par rapport à l'adoption que par rapport au don d'ovocytes. Alors déjà, peut-être parce que j'avais déjà bien avancé dans mon cheminement, mais à ce moment-là, j'avais l'impression un peu de repartir en arrière. Donc, pour moi, j'avais tellement avancé que là, la question du lien maternel ne se posait plus. J'étais prête à adopter. Autant te dire que le porter, Oui. c'était, une belle surprise pour moi. Est-ce que tu as le sentiment de faire le deuil de l'enfant que tu imaginais porter biologiquement? Alors ça, un peu du fait qu'il n'aurait eu, que les gènes d'Alexandre, mais comme j'avais choisi Alexandre, j'y allais tête baissée en me disant: «Bon, bah, au pire, il n'aura pas mes traits de caractère, physiques et cetera». Mais ça, oui, j'étais prête à passer dessus. Vous décidez alors d'aller encore plus loin pour réaliser vos rêves. Pourquoi l'Espagne? Alors on s'est un petit peu renseigné de ce qui c'était possible et l'Espagne avait vraiment bonne presse. Donc du coup, vivant dans le sud de la France, on s'est dit: «Bon, ben, déjà d'une part, c'est pas trop loin. De 2, il y a des bons taux de réussite et de 3, pourquoi pas allier, l'utile à l'agréable». Donc on a choisi l'Espagne, pour ça. Vous allez dans une clinique privée, comment ça se passe en Espagne? Alors je prends des renseignements sur internet, je communique par mail. Alors là, je suis assez surprise parce que la prise en charge en Espagne n'est pas du tout la même qu'en France. Côté vraiment, très sympathique, c'est-à-dire, vraiment ils sont optimistes, ils répondent aux questions, ils sont disponibles par rapport au parcours en France qui reste quand même assez froid, protocolaire, les rendez-vous médicaux, etc. Et on nous donne tout le protocole, c'est-à-dire combien ça va coûter, comment ça va fonctionner, qu'il va falloir venir sur place pendant une bonne semaine. Et on se dit, bah allez, pourquoi pas. On va utiliser cette méthode. Donc là, on se dit, bon, il va falloir pouvoir partir en Espagne, se rendre disponible encore un peu plus, parce que du coup, là, c'est plus sur place, c'est un voyage, hein. Location de l'hôtel, poser des jours de congé pour ça. Là, c'est vraiment, on va dire, un petit voyage, quoi. C'est une autre logistique. C'est une autre logistique, voilà. Cette période en Espagne, qu'est-ce qu'elle t'a appris? Elle m'a appris que j'étais quand même quelqu'un de tenace et que nous tenions vraiment à ce projet. Donc là, ça y est, c'est parti, vous êtes en Espagne, vous arrivez pour la semaine, ça se passe comment? Est-ce que tu peux nous raconter? Bien sûr, on décide de ne pas le faire dans une grande ville, décider d'aller à Logroño. Pour le côté un peu symbolique, un des derniers arrêts, je crois, pour Compostelle. Ça va me porter bonheur. On arrive là-bas en avion et première chose qu'on voit, on voit des cigognes sur les toits. Là, je me dis, bon, décidément, enfin accéder à notre rêve. On nous annonce en fait qu'il va y avoir 3 embryons. On va pouvoir mettre les 3. Il y a la raison et il y a le cœur et c'est le cœur qui l'emporte en disant, ben on y va et advienne que. Donc on me transfère les 3 embryons. Eux étaient très très positifs quand ils nous ont dit au revoir. Ils nous ont dit, ben écoutez, on vous donne les vidéos de la division cellulaire. Vous verrez votre bébé dès la première cellule. Donc déjà, ils sont vraiment à la pointe de la pointe, ce qui ne se fait pas ici en France. Et ils nous ont dit, bah écoutez, bon retour et vous pouvez commencer en fait à prévoir les prénoms. Hyper positif.
On va pas mettre une once de négatif. Sur l'attente après le transfert en Espagne, tu la vis différemment que celle d'après une FIV ou pas? Alors non, je la vis exactement pareil. Je me dis là, j'ai payé. On a payé 10 000 euros. Je ne travaille pas pour justement être au repos. Je me dis là, je vois pas ce qu'on peut faire de plus en fait pour y arriver. À nouveau, j'y crois. Sauf que malheureusement, 15 jours plus tard, la FIV est à nouveau négative. C'est un coup de massue en fait. Là, j'avoue, j'ai eu beaucoup de mal. Je me sentais incapable. Je me sentais vide. C'était le coup de trop, celui-là. Voilà, c'était le coup de trop, oui. Puis, il y a des appels qui bouleversent une existence. Te souviens-tu du jour de l'appel? Oui, bien sûr, elle restera gravée. À ce moment-là, on venait de faire une dernière demande à Madagascar, où on venait d'avoir une énième lettre de refus. Donc, on avait pris rendez-vous avec notre assistante sociale pour un peu discuter avec elle, faire le point. Et pendant ce rendez-vous, en fait, mon téléphone a sonné. Donc, je l'ai mis sur silencieux, par respect. Et on a continué notre rendez-vous où on lui disait que vraiment là on commençait à être fatigué. Le rendez-vous se termine. Moi j'étais venue en voiture, Alexandre était en scooter, donc chacun reprend son véhicule et j'écoute le message sur mon téléphone et là j'entends c'est la maison de l'adoption. On refait un petit peu les points sur les dossiers de 2015. Seriez-vous disponible la semaine prochaine pour venir faire le point avec nous? Je me dis je vais les rappeler demain, bien sûr, pour leur dire que bien sûr on viendra, il y a pas de souci. Et je rentre à la maison et là je dis à Alexandre, écoute, j'ai eu un appel de la maison de l'adoption Anguille-sous-Roche, mais quoi exactement, je ne sais pas. Et mon côté optimiste revient un petit peu et je me dis tiens, pourquoi pas. Mon mari, lui, du coup, ayant déjà essuyé énormément de mes larmes et des échecs, me dit bon écoute Émilie, calme-toi, on verra bien. On ira au rendez-vous et on verra bien. Donc une semaine se passe et on va au rendez-vous l'après-midi, ce jeudi après-midi. Et quand on arrive, ils décident pas de suite de nous l'annoncer, ils veulent prendre le temps. Donc ils nous demandent où on en est, qu'est-ce qu'on a fait ces derniers temps, qu'est-ce qu'on se projette de faire encore dans ce parcours. On répond et au bout d'une demi-heure, en fait, elle sort un dossier de sous son bureau et elle le pose et elle nous dit écoutez, la semaine dernière on a eu une commission des familles et en fait vous avez été choisi. Là quand elle dit ça vraiment on comprend pas tellement. Mon mari dit mais c'est-à-dire choisi, genre on était 300 et maintenant on est 3. Elle dit non, c'est vous qui avez été choisis pour être les parents d'une petite fille née sous X dans votre région. Là on se regarde, on pense qu'on a rêvé, on se dit mais est-ce qu'on a bien compris? On commence à avoir chaud, à avoir froid, on sort les mouchoirs, les larmes coulent, est-ce que vous pouvez répéter? On comprend pas, enfin vraiment. Elle dit écoutez voilà, je vous annonce que vous allez devenir les parents d'une petite fille. Elle a actuellement 3 mois et elle vous attend. Et là vraiment vous voyez c'est le sol qui s'ouvre sous vos pieds, c'est-à-dire qu'on était prêts depuis 10 ans, on s'est battu, on a perdu du temps, de l'argent, enfin, on n'a pas perdu, mais en tout cas, on en a donné. On a donné beaucoup de temps, on a beaucoup donné d'énergie, et là, on est en train de nous dire que ça y est, c'est le moment. Mais sauf que là, maintenant, presque, on n'y croit pas. Et elle nous explique en fait que voilà, c'est une petite fille qui est en bonne santé, qu'on va rencontrer dans 3 jours, qui s'appelle Mila. Et là, je lui dis quelque chose d'assez marrant parce qu'en fait, je lui dis c'est marrant parce que moi, ça fait 10 jours que dans ma tête, j'ai ce prénom en fait. Déjà, à la base, bien des années avant, parce qu'on a eu le temps d'y réfléchir, je disais à Alex, ça serait trop rigolo, quand on a eu notre chat 1 an avant, on l'a appelé Malo. Et c'est vrai que du coup, je disais à Alex, si un jour on a un petit garçon, une petite fille, pourquoi pas Milo ou Mila? Puisque comme ça, quand j'engueulerai tout le monde, je saurais plus qui appeler. Mila, Malo, Milo, enfin bref, je voyais vraiment ce côté un peu foufou et je disais Alex, pourquoi pas? Et puis là, pendant une semaine, je me disais, si vraiment c'était le moment, Mila. Et là, je suis étonnée parce qu'en fait, je vois en gros écrit Mila et elle me dit, mais c'est son prénom.
depuis 4 mois. Et là, je peux pas m'empêcher de lui dire, écoutez, je vais vous dire quelque chose, parce que vraiment, je sais que je vais peut-être être décrédibilisée, vous allez me prendre pour une folle, mais je lui dis, j'ai ce prénom dans la tête depuis des jours et des jours. Et là, la dame me regarde et elle me dit, mais madame, je vous crois. On appelle ça une synchronicité. Et là, je me dis, mais c'est quelque chose de fou qui est en train de se passer. C'est plus que magique. Donc, elle nous dit, écoutez, je vais sortir du bureau, je vais vous donner une enveloppe dans laquelle il va y avoir une photo. Bah, vous allez la regarder et puis on en reparle quand je reviens. Et là, on ouvre cette enveloppe et on voit cette petite fille dans une poussette. Et de suite, avec mon mari, on se dit, mais c'est fou en fait. Elle pourrait être notre fille biologique. Elle me ressemble énormément. C'est un truc de fou, c'est-à-dire qu'on voit devant nous, c'est quelque chose, mais c'est irréel. C'est irréel. Et puis la dame revient et elle nous dit, bon, bah, vous avez vu la photo et tout, bah, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, on en pense que du bien. Bien sûr, dites-nous qu'est-ce qui va se passer, quand est-ce qu'on va pouvoir la voir et tout ça. Et elle dit, ben voilà, écoutez, on est jeudi, lundi, vous allez avoir rendez-vous dans la famille d'accueil et vous allez pouvoir la rencontrer. Et là, moi, je dis à mon mari, ce que je réalise vraiment pas du tout, je lui dis, bah écoute, toi, ça tombe bien, la semaine prochaine, t'es en repos, mais moi, pas du tout. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais poser une semaine de congé. Comme ça, on va pouvoir aller la rencontrer tranquillement. Et là, la dame, elle me dit, mais je crois que vous ne comprenez pas ce que je viens de vous dire. À partir de lundi, vous êtes en congé mater. Congé mater? Je dis, mais comment ça, en congé mater? Elle me dit, oui, à partir de lundi, vous êtes une maman qui venait d'avoir un bébé et vous allez être avec votre bébé en priorité. Donc là, vraiment, c'est un changement de vie, quoi. C'est-à-dire que on se dit, mais waouh, qu'est-ce qu'elle me dit? Qu'est-ce qui est en train de se passer, en fait? C'est la folie, c'est un feu d'artifice dans nos têtes. On sort de ce rendez-vous et on est comme perdu. On réalise, mais pas du tout ce qui vient de se passer. Et on entre dans la voiture et on explose de joie, on explose de rire, on pleure. Et sur la route, on se rend compte qu'au feu, les gens nous regardent dans la voiture en se disant, mais qu'est-ce qui leur arrive? À ce moment-là, il faut l'annoncer à notre entourage, il faut prévoir le matériel. C'est un truc de fou parce qu'en fait, ça fait 10 ans qu'on était prêts sur les starting blocks et là, maintenant, on l'est plus du tout. On va être débordés. Il va falloir qu'en express, on prépare son arrivée, qu'on va passer une semaine avec elle, mais dans sa famille d'accueil, en allant la voir tous les jours et en y restant du matin jusqu'au soir, et qu'elle arrivera à la maison 10 jours plus tard, en fait. C'est-à-dire que déjà, cette nuit du jeudi où on est allé au rendez-vous, déjà, on n'a pas dormi. Parce que, on voulait pas s'endormir, quoi. Surtout parce que je pense qu'on voulait pas se réveiller. On a envoyé des messages à tout le monde. On a mesuré le coffre de la voiture pour voir combien mesurait le coffre pour acheter une poussette qui rentre dans le coffre de la voiture. On a commencé à se dire qu'est-ce qu'il va nous falloir. Puis la nuit s'est passée comme ça. Le lendemain matin, je suis allée travailler. Et là, ça a été une seconde étape. C'est-à-dire que je suis arrivée au travail et comme on peut demander à n'importe qui comment tu vas presque sans écouter la réponse, là, quand les gens m'ont demandé « Coucou Émilie, comment ça va ?» je leur ai dit, ça va, écoutez, je suis maman. Comment ça, t'es maman? On t'a vu hier matin au travail, t'as posé une après-midi et ce matin t'arrives et tu nous dis que t'es maman. Je dis, ouais, je suis maman. Je suis devenue maman, là, en 24 heures. Et là, c'est l'explosion au boulot. J'ai passé une journée, mais j'ai mis le feu dans la clinique dans laquelle je travaille. C'est-à-dire que déjà, tout le monde savait plus ou moins notre parcours. Ça a été la surprise en fait pour tout le monde. Ça a été l'effervescence pour tout le monde. Même, je pense que les gens se sont mis à notre place en disant non mais attends, là t'es en train de me dire que lundi tu rencontres ton enfant et que lundi prochain tu l'as chez toi. Enfin, vous voyez, c'est irréaliste. Oui. Irréaliste pour nous, irréaliste pour notre entourage. J'ai même un patient, parce que je m'occupe de patients avec qui je les accompagne dans leurs rendez-vous médicaux, socio-administratifs, et là on est vendredi matin et puis il me dit mais moi j'ai besoin d'aller à la poste lundi, et je lui dis mais en fait lundi je ne serai pas là. Il me dit c'est pas grave, mardi, mercredi. Je dis non mais en fait je serai pas là mais pour un long moment. Et là sûrement à mon visage il croit comprendre une bonne nouvelle et il me dit
Ah bah félicitations, vous êtes enceinte? Et là, alors que habituellement, vous voyez, bon, dans le boulot avec les patients, je raconte pas particulièrement ma vie. Là, je me devais d'être transparente en fait, pour être comprise, parce que déjà moi-même je n'y croyais pas. Et là, je lui dis ben en fait, oui, je suis maman, je viens d'avoir une petite fille et elle a déjà 4 mois. Donc vous voyez, là, c'est encore une autre ambiance. C'est les patients qui se disent mais waouh, elle est en train de vivre quelque chose. Enfin, Oui. et d'ailleurs, je leur ai dit, je vous le dis, aujourd'hui c'est 14 juillet, 15 août, c'est Noël, c'est Pâques, c'est tout ce que vous voulez. Et je m'en vais le soir en disant aux gens mais écoutez, à bientôt, je sais pas quand est-ce que je reviens. Parce que vraiment, pas de renseignements sur le congé mater, pas de renseignements sur le congé parental. Là, je m'en vais vraiment, je suis dans le vague total. Ce qu'on fait dans un premier temps, c'est qu'on prend tous les deux rendez-vous chez le coiffeur pour le samedi matin. Parce que comme pour une rencontre, il fallait qu'on soit beau, apprêté. Même si elle avait 4 mois, il fallait qu'on soit parfait pour elle, pour la rencontre. Le week-end a été un week-end hors du temps. On a fait des commandes sur Internet, sans réellement savoir ce dont on allait avoir besoin, mais au moins le minimum. D'ailleurs, les gens me disaient, mais du coup, est-ce que tu vas faire une liste? Je dis, mais j'ai pas le temps de faire une liste. Mon bébé, il est là. Là, la poussette va arriver, le cosy va arriver, le lit, on a récupéré un lit d'occasion. Enfin, vraiment, là, j'ai compris que j'allais vivre un moment très particulier, c'est-à-dire que un moment pur. On y reviendra sûrement après, mais à ce moment-là, j'ai compris que le fait de devenir maman maintenant et dans ces conditions, ça m'avait enlevé énormément de charge mentale, bizarrement. Alors, ça m'en avait rajouté d'une autre façon, beaucoup de légèreté. Les couleurs, j'en avais rien à faire. Les marques, j'en avais rien à faire. Moi, tout ce que je voulais, c'était rencontrer mon bébé. Les gens voulaient faire des cadeaux. Faites ce que vous voulez comme cadeau. C'est que du plus. J'étais dans l'essentiel et surtout dans le ici et maintenant. Et ça, c'est une belle leçon que j'ai apprise. Toutes ces années se sont-elles effacées d'un coup? Alors, elles se sont pas effacées, mais on va dire qu'elles se sont bien adoucies. C'est-à-dire que je me suis dit, ok, là, je vais enfin comprendre pourquoi on a dû vivre tout ça. Je sais pas encore réellement ce qui nous attend, mais là, je vais avoir enfin la réponse. Après tant d'années d'attente, arrive enfin la rencontre. Raconte-nous cette première rencontre. Alors le lundi matin, on avait rendez-vous avec la puéricultrice au département qui s'était occupée d'elle depuis 3-4 mois. Elle, en fait, nous a accueillis, nous a montré des photos des 3 derniers mois de Mila, de comment ça s'était passé, qu'en fait, elle avait quitté la maternité directement pour aller dans la famille d'accueil chez qui on allait la rencontrer. Donc déjà, pour nous, c'était apaisant de savoir qu'elle n'avait pas été ni en pouponnière, qu'elle avait été que dans une famille d'accueil, etc. Donc déjà, on arrivait un petit peu à se projeter de qu'est-ce qu'elle avait pu vivre pendant 3 mois et demi. Le midi, on est allés manger tous les deux. Mais autant te dire que on était un peu figés, un peu transis de peur de ce qui allait nous arriver. Et à 14h est enfin arrivé le rendez-vous. On est arrivé dans la famille d'accueil et elle était dans son transat par terre. Et là, on arrive chez des gens inconnus. On rencontre quelqu'un qu'on ne connaît pas et qui va devenir la personne la plus importante de notre vie. Donc c'est très bizarre. On nous la met dans les bras et là, c'est quelque chose de fou en fait. On se dit bon, finalement, je rêvais pas. Ce qu'on m'a annoncé arrive. Je peux la toucher, je peux la regarder. Elle avait de grands yeux, elle était souriante, elle était bien habillée. Elle aussi, on avait fait en sorte que entre guillemets, elle soit apprêtée pour nous. C'est comme un coup de foudre en fait. On est là où on a attendu d'être depuis des années, et là, on y est. Ça y est. On est en train de vivre ce moment particulier. On est tous les trois assis dans le canapé et on se regarde. On s'apprivoise, on est en train de se projeter en se disant attends, là maintenant on va passer toute notre vie ensemble. En fait, c'est le premier jour du reste de notre vie là qui est en train de se passer. Donc c'est assez c'est marquant et touchant quoi. Est-ce qu'il y a des émotions qui t'ont surprise à ce moment-là? C'était assez évident en fait. Du moment où elle a été mise dans nos bras, elle était à nous quoi. Vous voyez, c'était comme si on s'était toujours connus. C'était normal. On lui a fait prendre le bibi, on l'a changé. Ce qui nous a fait surtout bizarre, c'était quand il a fallu la quitter le soir.
c'est de se dire mais qu'on allait devoir la laisser et qu'on avait qu'une hâte, c'était la retrouver parce que on était déjà attachés à elle alors que ça faisait que quelques heures qu'on la connaissait. T'avais l'impression de la reconnaître, de la connaître depuis toujours? C'est ça. On avait qu'une hâte, c'était que la semaine se termine pour vraiment commencer notre vie à 3. Les 2-3 premiers jours, en fait, c'est plutôt la famille d'accueil qui s'occupe de l'enfant et les parents qui sont plutôt en observateur, en fait. Et au bout du 3e jour, ça s'inverse et c'est plutôt les parents qui vont être plus acteurs et la famille d'accueil va un peu se mettre en retrait. Et il y a une belle chose, une jolie chose qu'elle nous a dite et qui m'a énormément touchée. Elle m'a dit mais c'est marrant parce que jusqu'à maintenant, elle ne voyait que par nous. Et là, j'ai l'impression qu'elle a compris que vous étiez ses parents. Donc du coup, ça m'a énormément touchée. Et je me suis dit ah d'accord, super. Donc moi aussi, je vais vivre ça. Moi aussi, je vais être la personne essentielle pour quelqu'un en fait. Moi, j'attends quelqu'un, mais elle attendait aussi quelqu'un. Donc du coup, on s'est trouvé, on s'est retrouvé. Comment Mila a changé votre vie? En fait, elle l'a complété. Elle était la pièce d'un puzzle en fait qui nous manquait. Surtout que c'était un bébé hyper sociable, elle faisait déjà ses nuits. Donc en fait, on n'a pas été chamboulés comme de jeunes parents à ne pas dormir. Elle dormait, elle mangeait bien, elle était souriante. Un peu comme la récompense de toutes ces années d'échecs, de difficultés. On avait le bébé parfait en fait. Là, on vivait la vie qu'on avait envie de vivre depuis déjà des années. Tu aimerais que Mila, elle retienne quoi de son histoire? Ce que j'aimerais qu'elle retienne, c'est que déjà, elle est issue d'une décision d'amour. Le fait d'être née sous X, ce n'est pas que quelque chose de négatif. C'est juste que la personne a fait ce choix parce qu'elle voulait le meilleur pour Mila. Et que pour nous, en fait, elle est vraiment le fruit d'un désir profond d'être parent. De A à Z, c'est une belle histoire d'amour. Pour moi, il n'y a rien de négatif. C'était vraiment un cadeau que cette personne lui a fait de lui donner la vie et un cadeau à nous de devenir parents alors qu'on ne pouvait pas. D'ailleurs, c'est un exemple que je parle avec Mila. Je ne sais pas si tu as déjà regardé le film Soul. Oui. Et je lui dis souvent à Mila que en fait, elle est cette petite âme qui a voulu sauter plusieurs fois en fait pour s'incarner, mais que malheureusement à chaque fois qu'elle sautait, elle était re-aspirée en fait et elle remontait. Et que comme elle n'était pas la plus bête de toutes, elle s'est dit bon, je vais trouver une méthode en fait. À un moment donné, ce que je vais faire, c'est que je vais passer par quelqu'un d'autre pour arriver à mes parents. Et je lui dis, c'est exactement ce que tu as fait. Tu es arrivé chez quelqu'un d'autre pour arriver à nous. C'est magnifique. Voilà. Donc du coup, je lui dis, on était destinés. C'est juste qu'on n'a pas pu faire comme tout le monde, on va dire. Le chemin n'a pas été le même, mais nous étions de toute façon destinés depuis le début. Aujourd'hui, avec le recul, que dirais-tu à tous ceux qui hésitent à adopter? Que je peux comprendre parce que c'est quelque chose d'inconnu, encore plus que de décider d'avoir un enfant naturellement, dans le sens où l'enfant va arriver avec sa propre histoire et qu'il faut avoir conscience que il va falloir être assez fort pour être là et aider quand même cet enfant s'il en a besoin. Et je trouve que c'est aussi bien des fois de ne pas vouloir, parce que c'est être lucide sur le fait que ça peut être compliqué. Par contre, en revanche, si on décide de le faire, parce qu'on l'a réfléchi et parce que c'est une vraie responsabilité, du moins on le perçoit comme ça avec mon mari, vraiment, on a l'impression d'avoir une responsabilité un peu supplémentaire, d'être allé la chercher, enfin, entre guillemets, c'est que c'est la plus belle chose qui peut arriver à une famille, en fait, c'est simplement de se trouver, de se retrouver. Le résultat, il est à la hauteur des efforts qu'on a mis en place pour que ça se réalise. Selon toi, qu'est-ce qui fait un parent? C'est quelqu'un qui a envie d'aimer une autre personne qu'elle-même. C'est quelqu'un qui a envie d'accompagner, d'élever et de prendre soin d'un enfant, qu'il ait le même sang ou pas. Et un jour, j'ai entendu une histoire très très belle sur ça. C'est l'histoire d'une petite graine. On dit que voilà, mettre une graine finalement, c'est un peu facile. Tout le monde peut plus ou moins
Je dis bien plus ou moins le faire. Mais par contre, après, faire pousser la graine, c'est encore une autre étape. Oui. Et celle-là, c'est pas la moindre. Et que pour moi, voilà, un parent, c'est ça. C'est quelqu'un qui va être là dans la tristesse comme la joie, dans la réussite comme l'échec, qui sera là pour soutenir son enfant. Voilà, pour moi, c'est ça un parent. Pour moi, on peut porter un enfant autrement que dans son ventre. On peut le porter avant tout dans son cœur. Je pense que tu en es la preuve la plus évidente avec ton histoire de Mila. Ça, est-ce que tu l'envisageais comme ça même avant? Alors non, j'ai été surprise. Je ne pensais pas pouvoir ressentir pour quelqu'un d'autre un lien aussi fort en fait qu'on explique dans la maternité. Porter un enfant, pour moi, c'était la chose ultime. Lui donner la vie, c'était quelque chose d'ultime. Et en fait, je me rends compte avec Mila que je l'aime à la folie, que je l'ai pas porté, mais en fait, dans mon ventre. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'on lui explique, parce qu'elle a eu beaucoup de questionnements là-dessus. Est-ce que j'étais dans ton ventre? Et c'est ce que je lui ai toujours dit. Je lui dis non, tu n'as pas été dans mon ventre. Par contre, tu as été dans notre cœur, dans notre tête, 1000 fois plus que je lui explique que normalement on attend un bébé pendant 9 mois. Oui. Je lui explique que elle a été dans notre tête et dans notre cœur pendant plus de 10 ans. C'est-à-dire que vraiment, son arrivée, c'est quelque chose qu'on ne pensait pas atteindre. Donc c'est vraiment une bénédiction pour nous, quoi. Mila, elle est arrivée autrement ou exactement comme elle devait arriver? Eh ben un peu des deux. Elle est effectivement arrivée autrement. Il y a eu un long chemin et un beau chemin pour en arriver au fait de l'adopter. Et surtout, elle est arrivée au moment exact où elle devait arriver, c'est-à-dire que moi de mon côté ça m'a permis de travailler sur moi, d'apprendre énormément de choses, de m'ouvrir à énormément de choses, et finalement j'ai conscience que à 24 ans j'aurais pas été la même maman que j'ai été à 34. J'en remercie la vie. Aujourd'hui, Mila, elle a quel âge? Aujourd'hui, Mila va bientôt avoir 8 ans. C'est une petite fille qui connaît son histoire. Ça fait partie de son histoire, mais c'est pas son identité. Et on préfère être transparent sur tout ça, parce que dans tous les cas, on y reviendra sûrement. Vos familles, vos amis, comment ont-ils accueilli Mila? Comment ça s'est passé? Très bien. Quand ils l'ont rencontrée, évidemment, pareil, ils sont tombés en amour pour elle, de ce petit bébé. Évidemment, il y a eu le côté touchant de son histoire, que automatiquement, ils ont dû y faire face, et pour eux, ça a été encore différent que pour nous. On arrivait à vraiment ravi tout le monde et a mis de la joie vraiment dans le cœur de tout notre entourage. Quand on s'est eu au téléphone avant de préparer tout ça, il y a quelque chose donc que j'avais pas mis dans ce que je t'ai envoyé, mais dont je me souviens et qui m'a vraiment touchée dans ce que tu m'as dit. Les femmes qui souhaitaient accoucher sous X, je pense que tu avais un petit mot pour leur dire qu'en faisant ce choix, leur bébé tombait dans des familles qui les attendent énormément. Effectivement, j'ai envie de leur dire que déjà, c'est un choix qui est pas facile. Donc déjà, bravo. Que peut-être mon histoire va peut-être les aider à déculpabiliser, parce que c'est vrai que pour la société, l'abandon, c'est un sujet qui est quand même lourd et grave. Que derrière ça, il y a énormément de personnes qui attendent de réaliser leurs rêves et de devenir parents. Et que c'est aussi grâce à des personnes qui font ce choix qu'on arrive à réaliser notre rêve. Si mon témoignage peut aider des femmes à se dire ok, ça peut être un choix, s'il est pris en âme et conscience, ça peut justement permettre à l'enfant dès le départ d'être adopté et d'éviter d'aller effectivement en foyer ou autre. Merci Émilie pour ces mots, parce qu'ils nous invitent à regarder ces histoires avec beaucoup plus de douceur et beaucoup moins de jugement. Derrière chaque accouchement sous X, il y a une femme, un contexte, une histoire que nous ne connaîtrons jamais complètement. Et parfois, dans une situation impossible, aimer son enfant, c'est aussi prendre une décision profondément douloureuse en espérant lui offrir un avenir plus serein. Alors, si certaines femmes nous écoutent aujourd'hui, j'aimerais simplement leur dire qu'elles méritent elles aussi d'être accueillies avec bienveillance. Personne ne peut mesurer
le poids d'un tel choix et j'espère qu'elles pourront un jour trouver la paix avec cette décision. Avec la maison de l'adoption, est-ce que vous êtes toujours en contact? Alors, après l'adoption de Mila, pendant 9 mois, on a continué à être suivis par l'assistante sociale. Cette fois-ci, la puéricultrice a remplacé le psychologue afin de voir si Mila s'adaptait bien à la maison. Et au bout de 9 mois, on a eu son nouvel acte de naissance avec notre livret de famille pour vraiment l'adopter de façon plénière, comme on dit, puisque jusqu'à là, elle était avec nous, mais sous la responsabilité du préfet. Est-ce que ça se passe toujours comme ça? Alors déjà, pendant l'année d'agrément, où on nous dit que quand même, dans notre région, on va avoir à peu près 7 à 10 ans d'attente. Donc là, on se dit, ah oui, quand même, il y a encore pas mal de temps à patienter. Donc c'est vrai que c'est une surprise très positive de se rendre compte qu'en 2 ans et demi après l'agrément, ben, on ait l'appel pour Mila. Et surtout, encore une fois, on a eu aussi une belle surprise, c'est d'avoir un bébé né sous X, parce que souvent, il faut attendre plusieurs années avant que le parent soit déchu de l'autorité parentale. De l'autorité parentale. Donc du coup, on va dire entre guillemets que c'est plus facile d'adopter un enfant qui a 2-3 ans, entre guillemets, qu'un enfant né sous X. En tout cas, on nous avait prévenu que ça serait sûrement pas un petit bébé. Donc oui. Ça, je m'étais déjà mis en tête. D'ailleurs, quand on fait l'agrément, on nous demande si on a des idérata, entre guillemets, si on veut plus un garçon, si on veut plus une fille, si on veut un enfant ou pas avec particularité. Nous, tout ça, ça avait été clair, fille ou garçon, peu importe. Par contre, pour les besoins spécifiques, on avait été un peu réticents puisque comme on était dans la santé tous les deux, et après le long parcours qu'on a eu, on se voyait pas d'entrer recommencer à aller à l'hôpital. Et j'ai été très franche d'ailleurs avec l'assistante sociale en lui disant, je pense que n'importe quelle maman enceinte à qui vous allez poser la question, elle va vous dire qu'elle n'a pas envie que son enfant ait des besoins spécifiques. Donc, oui. Je vais vous répondre la même chose, en fait. Et on nous pose aussi la question de l'âge. Et on avait été assez large, d'ailleurs, pour, entre guillemets, montrer notre bonne volonté. Parce que, bien sûr, ça ne tenait qu'à moi. J'aurais dit naissance 6 mois. Parce que j'avais envie d'un bébé. Donc, on avait montré de la bonne volonté et on avait mis 0,5 ans. Et alors que j'étais un peu focus sur les bébés, toujours... Je vois un petit garçon de 2-3 ans jouer au ballon et manger une glace. Et là, je comprends en fait que j'ai déjà un cœur de maman en fait, et que ok, j'ai qu'une envie, c'est le porter, c'est le nourrir. Mais ce que j'ai surtout envie, c'est d'apporter de l'amour à quelqu'un, c'est d'en recevoir aussi. Et que en fait c'est génial de jouer au ballon aussi avec un enfant de 3-4 ans et c'est génial d'aller manger une glace, etc. Et c'est là où j'ai le déclic en fait sur l'adoption, oui. Et où je me rends compte que mon cheminement est devenu une évidence, c'est que oui, en fait on était fait pour être des parents, peu importe la méthode. Donc voilà. Donc on y va avec confiance en nous disant on aura ce qu'on aura parce que c'est ça qu'on devra avoir entre guillemets. Et effectivement, on a eu la plus belle des surprises quand on nous a dit 3 mois et demi. Je me suis dit, j'ai été exaucée. Mais parce que j'avais aussi peur de ne pas faire correctement si j'avais eu un enfant de 2-3 ans. Normalement, une maman, quand un enfant a 2-3 ans, son but, c'est de le rendre autonome, c'est de l'aider à s'autonomiser. Moi, j'aurais pas voulu. Parce que égoïstement, j'aurais dit, mais non, maman va le faire. Déjà que là... Avec notre fille, on est vraiment très cool. C'est un luxe de pouvoir avoir un enfant et de s'en occuper et de lui apprendre les choses. Une fois que vous avez eu Mila, est-ce que vous vous êtes dit, on ferme toutes les cases, tous les casiers, ou est-ce qu'il y a eu ce petit penchant à se dire, est-ce qu'on ne demanderait pas un autre agrément ou... Alors déjà, quand on a eu Mila, ça a été très très drôle parce que autant les gens depuis des années nous disaient, mais vous savez, arrêtez de vous prendre la tête, si ça doit arriver, ça arrivera, on peut vivre sans enfant, chose qui était très difficile à entendre. Et quand on a eu Mila, ça a été tout l'inverse. Ça a été, tu vas voir, tu vas tomber enceinte, ça va arriver. Et là, moi, je me disais, non mais moi, je veux plus tomber enceinte. Donc j'ai pris rendez-vous chez le gynéco. Évidemment,
quand mon gynéco m'a vu arriver, il s'est dit non, c'est pas possible, qu'est-ce qu'elle vient faire? Et là, je lui explique que en fait, j'ai mon bébé de 4 mois et qu'il est hors de question, mais vraiment hors de question que je tombe enceinte maintenant. Est-ce que c'est possible d'avoir un moyen de contraception? Et là, il me regarde, il me dit mais je vais pas vous donner un moyen de contraception, ça fait plus de 10 ans que vous attendez de tomber enceinte. Je dis oui, mais là, les gens me disent que je vais tomber enceinte. Je ne peux pas tomber enceinte. J'ai un bébé de 4 mois qui a besoin de moi. Si je tombe enceinte aujourd'hui, j'aurais l'impression de faire un coup de canif dans mon contrat. De plus être là à 100% pour Mila et de devoir vivre quelque chose que j'attendais dans mon ventre, alors que elle, c'est un bébé qui n'a rien demandé et qui a besoin de moi à 100%. Bon, évidemment, il ne m'a pas donné de moyen de contraception et il a bien fait puisque de toute façon, je ne suis jamais tombée enceinte. Mais tout ça pour dire que quand on a eu Mila, on était vraiment complétés. Cette envie de porter un enfant, cette envie d'avoir d'autres enfants a disparu. Parce que vraiment, elle nous a remplis de ça. Quelques années plus tard, est revenue cette envie. Évidemment, même encore aujourd'hui, quand je vois Mila, quand je vois qu'elle joue toute seule, j'aurais aimé lui donner un petit frère ou une petite sœur. Et j'ai toujours gardé au coin de ma tête me dire, ben, qui sait, je tomberai peut-être enceinte, peut-être que ça arrivera. Mais repartir en tout cas sur un dossier d'adoption, ça n'a jamais été un sujet pour nous. Parce que c'était vraiment un parcours du combattant. On a conscience d'être tombé et d'être bien tombé. Parce que, comme je le disais, avoir un enfant, c'est une vraie responsabilité. Aller le chercher, c'est accepter de faire rentrer l'histoire de quelqu'un d'autre dans sa propre histoire. Donc, c'est pas facile. Et je tenterai pas 2 fois, en fait. Vous voyez? Oui. C'est-à-dire que oui. Mila était en bonne santé, Mila est équilibrée. J'aurais peur que d'avoir un deuxième enfant qui, lui, peut-être n'aurait pas vécu les mêmes choses, n'aurait peut-être pas le même âge et ne vivrait pas l'adoption comme Mila l'a vécu, perturber l'équilibre qu'on a mis des années à avoir. Oui. Et j'avais une petite question, curiosité là, vraiment. Est-ce que cette maison que vous avez rénovée, c'est celle dans laquelle vous vivez aujourd'hui? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que dans cette maison-là, on n'avait pas mis de chambre d'enfant parce qu'il était hors de question de repartir dans des travers de chambres fantômes, etc. Donc, on y avait mis une chambre d'amis et qui, effectivement, en une semaine, est devenue la chambre de Mila. Et c'est effectivement là qu'on vit encore aujourd'hui et où Mila grandit et où on a maintenant, comme je te le disais au départ, une belle ménagerie à la maison parce que du coup de cette maison où il fallait presque rien abîmer, la laisser telle quelle, et bien maintenant c'est une maison qui vit avec un lapin, un chat, Mila. Donc c'est vraiment devenu la maison familiale, quoi. Et ce petit lapin, il est arrivé après Mila parce que le chat c'était avant. C'est ça. Malo est arrivé 1 an avant Mila. Alors j'aime bien à penser que, vous savez, comme les petites sorcières, elles ont toujours leur familier, ou comme les princesses de Disney aussi, ça dépend. Elles ont un petit animal familier, et j'aime à penser que Malo est celui de Mila, qu'en fait elle est arrivée dans notre vie pour nous préparer à l'arrivée de Mila. Et d'ailleurs leurs prénoms se ressemblent, c'est assez rigolo. On a pris Cookie il y a 1 an et demi pour Mila. Parce que le chat n'est pas très accessible à Mila, puisqu'elle a vécu avec nous pendant 1 an toute seule, et elle est assez indépendante, c'est un persan. Et ce côté justement où je vois bien que Mila aurait eu un caractère à être très fière d'être grande sœur, etc., m'a donné l'envie de faire rentrer Cookie dans notre vie pour qu'elle puisse s'en occuper. Alors du coup, autant Malo, on la considère comme la sœur de Mila, autant Cookie, c'est le petit garçon de Mila. Donc du coup, c'est moi la grand-mère et c'est assez rigolo parce que elle est fière d'être la maman de son petit lapin qu'elle coucoune et qu'elle s'occupe très très bien. Donc c'est assez rigolo. Si tu pouvais parler à la femme que tu étais au début du parcours PMA, que lui dirais-tu? Je lui dirais d'avoir confiance.
de ne pas perdre de vue son but, de ne pas perdre courage malgré les difficultés, que au contraire ça va beaucoup lui apprendre, ça va peut-être quelque part aussi la révéler dans le sens d'être plus ouverte d'esprit, gagner en maturité, et que parfois effectivement on n'a pas les choses comme on le désire dans la vie, mais on l'a comme on le mérite entre guillemets, et finalement que cette histoire, cette envie va bien se terminer. Qu'est-ce que cette histoire t'a appris sur l'amour? Cette histoire m'a appris que aimer quand tout va bien, c'est facile. Aimer quand il y a des difficultés, c'est beaucoup plus dur. Et quand on voit que ça fonctionne tout aussi bien, je trouve ça magique. Donc je suis très contente parce que je me suis rendu compte que j'avais trouvé la bonne personne, on s'était bien trouvé, parce que malgré les difficultés, ça n'a pas écorché du tout l'amour qu'on avait l'un pour l'autre. C'est joli. Un mot pour Mila lorsqu'elle écoutera cet épisode plus tard. Bien sûr, je veux qu'elle sache qu'elle nous a offert le plus beau rôle de notre vie, qu'elle est évidemment le plus beau cadeau qu'on ait reçu de la vie, et surtout j'aimerais la remercier de nous avoir trouvés, et que pour elle, on referait exactement la même chose pour arriver à elle. Que malgré tout ce parcours assez chaotique, on en retient que si c'était pour arriver à elle, je le referais les yeux fermés. Et Mila, tu disais qu'il y avait des ressemblances, mais au niveau du caractère. Alors, on est cancer toutes les deux, comme je te le disais, et du coup, vraiment, on a des similitudes au niveau caractère. Et mon mari souvent me le dit, mais il me dit c'est fou. Alors, il y a effectivement le côté mimétisme parce qu'on vit ensemble, etc. Mais il y a les traits de caractère qu'on ne peut pas s'approprier. Et le petit plus, c'est que aussi physiquement on se ressemble, donc c'est ça qui est assez rigolo, c'est que du coup ma maman me le dit souvent, quand elle voit Mila, elle a vraiment l'impression de me revoir toute petite. Et ce qui des fois me laisse à penser en fait sur quelque chose que j'ai travaillé, alors on y croit ou on n'y croit pas. Et c'est peut-être ça aussi qui m'a aidé finalement à tenir, c'est qu'en faisant de la kinésio, je me suis rendu compte en fait que étant dans le ventre de ma maman, en fait, j'avais un jumeau ou une jumelle en fait qu'elle a perdu, puisque à l'âge de 5 ans, on s'est rendu compte en fait au moment d'un bloc que j'avais un petit kyste avec à l'intérieur des petits cheveux et des petits ongles. Et du coup, grâce à cette séance de kinésio, on a pu travailler là-dessus, parce qu'en fait j'avais ce sentiment d'un manque, alors que je mettais sur le fait de vouloir avoir un enfant, mais le problème c'est que je me disais mais comment je peux être triste et avoir quelqu'un qui me manque alors que je ne l'ai pas connu. J'avais vraiment ce sentiment de perte, mais par rapport à quelque chose que j'avais connu. Et donc en le travaillant, ça m'a ouvert un peu l'esprit de me dire oui, effectivement, peut-être que ça existe. Et j'ai lu un très beau livre à ce sujet qui s'appelle Le syndrome du jumeau perdu, et qui est assez parlant. En tout cas pour moi, ça m'a énormément parlé. Et du coup, dans l'arrivée de Mila dans ma vie, parfois je me dis tiens, c'est marrant, qui sait, peut-être que les âmes, quand elles sont faites pour se rencontrer, elles trouvent toujours un moyen. Alors, j'aurai jamais réellement la réponse, mais des fois, j'ai l'impression de voir en Mila peut-être un peu un double de moi, et je me dis que finalement, l'essentiel, c'est de s'être retrouvée. Voilà. Oui, c'est magnifique. Merci beaucoup, Émilie, pour ce témoignage. Donc, on va finir avec le petit tirage d'oracle. Ok, super. Main gauche, s'il te plaît, Émilie, c'est à toi. Hop là. Je te laisse la découvrir. C'est la confiance, la 28. La confiance. Ça parle quand même avec l'épisode, finalement. Bien sûr, tout à fait.
Confiance. Cette carte t'apporte une conviction. Tu peux avoir confiance en tes décisions et en ceux qui s'offrent à toi. Je te laisse si tu veux, il y a un petit rituel que tu peux lire et si tu veux le prendre en photo, c'est avec plaisir. Vraiment, ça me touche énormément parce que du coup, ça me conforte dans les choix que j'ai faits avant pour en arriver là aujourd'hui. Et ça me donne aussi confiance en ce qui sera. Donc, une fois de plus, je me dis que je suis au bon endroit et avec la bonne personne aujourd'hui. Oui. Merci beaucoup, Bérangère. Merci à toi, Émilie. Merci d'être venue partager le micro de Cœur de Beurre et de nous avoir fait ce joli témoignage. Merci. Parfois, la vie ne suit pas le chemin qu'on avait imaginé, mais elle peut nous conduire exactement là où notre cœur devait arriver. Merci, Émilie, pour ta confiance, ta douceur et ce témoignage si précieux. Merci à Mila de nous rappeler qu'un enfant naît parfois d'un amour attendu depuis très longtemps, parce qu'au fond, on ne devient pas parent parce que l'on donne la vie, mais parce que l'on choisit d'aimer. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi dans Cœur de Beurre, le podcast. Si cet épisode t'a touché, est venu résonner en toi ou t'a fait du bien, n'hésite pas à le soutenir. Pour cela, rien de plus simple. Tu t'abonnes, tu laisses un petit commentaire et un petit cœur, et surtout, tu partages autour de toi. Car oui, c'est grâce à toi que ce podcast pourra continuer à grandir et à faire circuler un peu plus de douceur et de vérité. Je tenais aussi à remercier mon amie Camille qui s'occupe du mixage et du montage. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode, toujours à cœur ouvert.